Ouais, je lance. Voilà, donc on va continuer l'exercice qu'on avait commencé la fois dernière. Si vous vous rappelez, la question c'était de compter le nombre d'inversions dans un tableau. Donc, les inversions, c'est quand on a un tableau de nombres, et les inversions, c'était quand on avait deux nombres qui étaient rangés dans le mauvais sens. Donc il y avait un premier algorithme un peu trivial pour compter les inversions, de juste regarder toutes les paires possibles de nombres. Donc ça, il y en a n-1 sur 2, c'était ce qu'on avait trouvé la fois dernière. Et puis de regarder s'il y a une inversion. Le problème, c'est que ça, c'est un algorithme qui n'est pas du tout efficace. Et on avait réfléchi à comment adapter l'algorithme du trifusion pour compter les inversions. Et donc on s'était rendu compte qu'en fait, quand on coupait la liste en deux, comme ça, on avait trois types d'inversions. Les inversions dans la première sous-liste, les inversions dans la deuxième sous-liste, donc celle en rouge et celle en verte, là. Et puis il y a les inversions entre les nombres des deux sous-listes. Et donc l'idée, c'était qu'on allait faire exactement comme le trifusion. On allait faire le trifusion donc, en coupant la liste en deux, en triant la liste de gauche, la liste de droite de manière récursive. Et puis en même temps qu'on va les trier, on va compter le nombre d'inversions qu'il y a dedans. Donc ça va nous donner le nombre d'inversions rouges, le nombre d'inversions vertes. Et pendant qu'on fait tout ça, une fois qu'on a fait tout ça, on va les fusionner. Et pendant qu'on les fusionne, on s'était rendu compte que le nombre d'inversions bleues, c'était exactement celle qui apparaissait quand on mettait un élément de la liste de droite, la liste verte, avant des éléments de la liste de gauche, la liste rouge. Et donc, ça nous faisait un algorithme où on comptait le nombre d'inversions. Donc, je vous ai demandé, on avait quasiment fini, il ne restait plus qu'à écrire l'algorithme, de le faire chez vous. Alors, est-ce qu'avant qu'on corrige, c'est OK pour tout le monde, tout ça? Est-ce que c'est OK? Allez-y, je vais lancer un sondage. Vous pouvez me dire si c'est OK ou pas. Et si c'est pas OK, vous pouvez me demander me dire ce qui vous pose problème. Bon, là, j'ai lancé un sondage. Vous pouvez cliquer sur oui ou sur non. Ou sur ne sais pas, mais là, je vois pas ce que ça voudrait dire ne sais pas. Bon. Bon, il y en a 4 qui n'ont pas répondu. Peut-être qu'ils dorment. Quelle dorment? Bon, c'est anonyme, hein, les sondages, mais... Bon, tout le monde a répondu oui, donc on va... notre algorithme. Donc l'algorithme de trifusion, vous avez vu, on l'a vu en TD, vous l'avez revu en TP. Il y a deux parties. Il y a la fonction fusion. Et là, en fait, on va faire une fonction fusion et comptage qui va à la fois fusionner les deux listes et compter le nombre d'inversions bleues qui sont là. Donc, l'algorithme marche de la manière suivante. On a M, la longueur de A, N, la longueur de B. Bon. On crée une nouvelle liste L de longueur M plus N. Voilà. Et puis ensuite, on a nos deux compteurs I et J qui commencent respectivement à 1 et 1 et qui vont parcourir la liste K, la liste L. Et on va rajouter par rapport à la fusion classique un compteur qui au début vaut 0 et qui va compter le nombre d'inversions bleues. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir les listes parallèles, comme dans le trifusion normal, mais dès qu'on va mettre un élément de la liste de droite avant des éléments de la liste de gauche, on va augmenter notre compteur. Donc, pour K allant de 1 à n, m plus n, on va faire la chose suivante. Donc, c'est exactement comme le trifusion qu'on a déjà vu plusieurs fois. Si on a dépassé la liste de gauche, donc si i est strictement supérieur à m, bon, on met
Dans L2K, on met B de J et on augmente J. Si on a dépassé la liste de droite, bah dans L2K, on va mettre A de I et on va augmenter I. Donc ça ne change pas. Attendez, je vais essayer de tout mettre sur la même page. Ensuite, si c'est l'élément de gauche qui est le plus petit, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore dépassé la liste, bon, bah là on met l'élément de gauche, et là on fait toujours rien de spécial par rapport aux trifusions. Et enfin, c'est le dernier cas, c'est si on met un élément de droite. Donc si l'élément de droite, c'est celui qui est plus petit que l'élément de gauche. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans L2K, on met B de J. Et là, c'est là qu'on a des inversions. Donc les inversions, on les avait comptées tout à l'heure, enfin la semaine dernière, c'était le nombre d'éléments de la première liste qui reste à placer. Vous voyez, quand on avait placé le 3 dans la liste, il y avait deux inversions, parce qu'il restait deux éléments de la liste à placer. Donc le compteur, on lui rajoute le nombre d'éléments qui restent à placer, et le nombre d'éléments qui restent à placer dans la liste de gauche, c'est m moins i plus 1. Et enfin, on augmente j. Et à la fin, on renvoie deux choses, la liste triée et le compteur. OK? Donc, c'est comme ça qu'on adapte l'algorithme de fusion pour compter le nombre d'inversions de type bleu. OK? Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Vous aviez réussi à l'écrire chez vous quand vous aviez essayé de faire l'exo? Bon, faut pas avoir peur, hein. Si jamais il y a des problèmes, vous me le dites, hein. Mais là, bon, la semaine dernière, on avait bien bossé là-dessus. Donc, je corrige tout de suite. Ah, alors, il y a quelqu'un qui a répondu non. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qui ne va pas? Bon, il y en a toujours 4 qui ne répondent pas. Alors, alors la question, c'est je ne comprends pas le compteur, pourquoi m-1 moins i? Bah, alors, dans le compteur, il faut rajouter le nombre d'éléments qui restent à placer, là, ce que j'ai entouré ici. Donc ici, il reste deux éléments. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il reste deux éléments? Bah, il faut se dire que quand on en est là, le compteur, quand on va mettre le 3, le compteur, il est ici. Donc, on a une liste de longueur 4, donc m vaut 4. Le compteur, il est en position 3. Et il nous reste deux éléments à placer. Donc, comment on fait pour savoir que c'est deux éléments? On fait la longueur totale de la liste, donc 4, m, moins la position où on est actuellement, qui ici vaut 3. On doit rajouter 1, parce que si, c'est toujours pareil, entre deux nombres a et b, il y a b moins a plus 1 élément. D'accord? Donc, c'est exactement ça. On prend, pour le compteur, on doit rajouter... Voilà. Je me rends compte que j'ai écrit une petite bêtise. Il faut rajouter ça dans le compteur. Il faut rajouter au compteur m moins i plus 1. Ça va? C'est OK pour tout le monde? Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Non? Bon. OK, donc ça, c'est la fonction fusion et comptage qui fusionne deux listes triées et qui, en même temps, va compter le nombre d'inversions entre les deux listes. Donc, du coup, pour la fonction fusion et comptage, donc, que je vais écrire à droite ici, ça va être comme
pardon. Ça va être comme pour le trifusion. On va prendre la longueur de L. On va la diviser par 2. On va dire que A, c'est L entre 1 et M. Et B, c'est L entre M plus 1 et N. Et on va trier la liste A, mais on va compter combien il y a d'inversions dans la liste A. Attendez. C'est tri, fusion et comptage. On fait pareil pour B. Donc cette fonction tri, fusion et comptage, elle trie la liste et en plus, elle renvoie le nombre d'inversions dans la liste. Donc, la liste A', c'est la liste A mais triée, et le petit a, c'est le nombre d'inversions dans la liste A. Pareil pour B' et petit b. Et du coup, on va trier les deux listes, on va fusionner les deux listes triées, et on va compter combien il y a d'inversions entre les deux. Entre A' et B'. Et du coup, on va renvoyer la liste L et A plus B plus C. Donc A, c'est le nombre d'inversions de type rouge dans la première liste. B, c'est le nombre d'inversions de type vert dans la deuxième liste. Et C, c'est le nombre d'inversions de type bleu entre les deux listes. Okay, donc voilà, c'est comme ça qu'on adapte l'algorithme du trifusion, donc, comme ce qu'on avait fait expliqué la semaine dernière. Voilà, alors, est-ce que ça va pour tout le monde tout ça? Ah, attendez, j'ai pas relancé le sondage comme il faut. Voilà, alors est-ce que ça c'est OK pour tout le monde? Dites-moi. OK, super. Bon. Les deux qui répondent pas, c'est parce que vous êtes partis ou c'est parce que vous n'avez pas compris? Ah, alors, il y a quelqu'un qui me demande de reprendre la dernière partie. Donc, bon, je vais reprendre déjà l'explication. Ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, c'est que le nombre d'inversions totales dans la grosse liste, c'est le nombre d'inversions dans la première moitié, le nombre d'inversions dans la deuxième moitié, et le nombre d'inversions entre les deux. D'accord? Donc les rouges, les vertes, les bleus. Donc là, la fonction fusion et comptage, elle va procéder de la manière suivante. On coupe la liste en deux. Il y a la liste grand A et la liste grand B. On va trier la liste grand A et trier la liste grand B avec notre algorithme récursif. Bon, cette fonction, je l'ai mal écrit, ça devait être tri, fusion et comptage. Donc, on la trie et en même temps, on compte combien il y a d'inversions dans la première liste. Donc, cette variable A, elle compte le nombre d'inversions de type rouge, ici. La variable B, elle va compter le nombre d'inversions et la variable C de type vert, pardon. Et la variable C va compter le nombre d'inversions de type bleu. D'accord? Donc, quand on va faire l'algorithme, on va trier la première liste, compter combien il y a d'inversions, trier la deuxième liste, compter combien il y a d'inversions, et enfin, on va fusionner les deux listes avec l'algorithme qu'on a expliqué la semaine dernière, l'inversion dans la fusion. Et le nombre d'inversions totales, c'est la somme des trois types d'inversions. Ah oui, il manque le cas de base, donc si, il faut rajouter effectivement, si n est inférieur ou égal à 1, on renvoie L est 0. Il n'y a pas d'inversion dans une liste de taille 1. Voilà. Bon, alors est-ce que maintenant c'est clair pour tout le monde tout ça?
OK. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Maintenant, ça, c'est le truc en pratique. Bon, et cet algorithme, c'est qu'il a la même complexité que le trifusion, hein, il ne fait rien de plus, donc il est de complexité n log de n. Ce qui est mieux que la complexité quadratique de l'algorithme naïf qu'on avait trouvé au départ. Et vous avez vu en TP, hein, on a comparé expérimentalement un truc de complexité n log n et un truc de complexité quadratique, et on voyait vraiment la différence entre les deux. Hein, sur le graphe, on voyait qu'il y en avait un des deux qui explosait par rapport à l'autre. Donc c'est pas juste des trucs théoriques, hein, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment, il y a des implications pratiques. Bon. Alors si ça va pour tout le monde, on va passer à l'exo suivant. Attendez, il manque un truc ici. Je vais inverser. Voilà. Donc l'exercice suivant, c'est la multiplication rapide de matrices. Donc on a vu, je ne sais plus, je crois que c'était dans le TP1, comment multiplier deux matrices. Alors est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi l'algorithme, la complexité du produit de deux matrices de taille n fois n? Ça coûte combien d'addition arithmétique? Voilà, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, la complexité, on l'avait vu, c'était n au cube. Pourquoi c'était n au cube? Je vous rappelle le truc. Si vous avez deux matrices de taille n fois n, que vous notez grand A, grand B et que vous voulez calculer C, bah CIJ, c'est la somme pour k allant de 1 à n de AIK BKJ. Donc, pour calculer un coefficient CIJ, il faut faire n multiplications. D'accord? Et n addition. Enfin, n-1 addition plutôt. Donc, il faut faire n plus n-1 opération. Donc, 2n-1. Mais les coefficients, il y en a n carré. Donc, en tout, ça nous donne n carré fois 2n-1. Et ça, c'est un grand taux de n cube. L'algorithme naïf, il a une complexité grand taux de n cube. Donc, c'est pas terrible. OK, ça va pour tout le monde? Donc, la question 2, pareil, le reste de l'exo, c'est comment est-ce qu'on va faire pour améliorer ça? Bon. Et donc, il y a cette première question. Vous avez des matrices de taille 2 fois 2, donc, avec 4 coefficients. Et il y a une astuce qui permet de calculer les 4 coefficients de la matrice. Donc, imaginons, je les appelle C11, C21, C12, C22. Il y a une astuce qui permet de calculer les coefficients C11, C12, C21, C22 avec juste 7 multiplications. Donc, c'est 7 multiplications qui sont là. Donc, si vous voulez ces multiplications, vous avez qu'à les appeler M1, M2, M3, M4, M5, M6 et M7. Et ce qu'il faut que vous trouviez, c'est une manière d'exprimer C11, C12, C2, je vais les inverser, C21, C12 et C22 en fonction de M1, M2, M3, M4, M5 jusqu'à M7. Voilà, essayez de réfléchir comment est-ce que vous pouvez exprimer chacun des coefficients en fonction des 7 multiplications qui sont là. C'est un petit exo, c'est assez marrant. Là, c'est vraiment des maths, hein. C'est pas de la programmation.
Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut faire pour commencer? Par exemple, comment est-ce qu'on pourrait faire pour exprimer C11 en fonction des autres trucs? Déjà, ça vaut quoi C11? Vous pouvez me le dire. Vous êtes encore là? Ça fait B11 fois A11 plus Ouais, B21 fois A12. voilà, c'est ça. Bon, je les écris dans l'ordre AB. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour l'exprimer en fonction des 7 autres... B21 par B12. Pardon? B21 par B12. Oui, oui, vous avez raison, B2. Voilà. Donc, C11, il vaut ça. A11, B11 plus A12, B21. Bon. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour l'exprimer en fonction des autres coefficients? Ce qu'on peut faire, vu qu'on nous donne les multiplications, s'il fallait les trouver nous-mêmes, ce serait compliqué, mais là, on nous les donne. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est regarder où est-ce qu'il y a des A11, B11 dans l'affaire. Il y en a où? Dans les 7 multiplications. Il apparaît où, ce terme? Il apparaît dans une des multiplications, laquelle? M1 et M6 en négatif. Voilà, exactement. Il apparaît dans M1, parce qu'on on a A1, B1, et dans M6, il apparaît ici, en négatif. Bon. Donc il faut réfléchir. Dans C1, il faudra mettre soit un M1, soit un moins M6. Donc il faut réfléchir. Et on a aussi A1, 2, B2, 1. Il apparaît où? Dans laquelle des multiplications, on a A1, 2, B2, 1. Allez, c'est comme dans Où est Charlie? Où est A1, 2, B2, 1? Dans M7. Ouais, il est dans M7. Ah, désolé, il y a des gens qui parlaient dans le chat, je n'avais pas vu. Voilà, il est dans M7. Donc, dans l'histoire, il va falloir ajouter un M7. Et après, en fait, ce qu'il faut faire, c'est rajouter des autres multiplications pour compenser. Donc, qu'est-ce qu'on a en trop si on met, par exemple, si on met le M1? On a des termes en trop. On a A1, B22, A22, B21 et A22, B22. Donc, avec qui on va pouvoir les compenser, ces deux-là? Avec M7. Voilà, déjà A22, B22, il se compense avec le A22, B22 qui est là. Ensuite, on a A11, B11 et on a A11, B22, avec qui on va pouvoir le compenser, celui-là. A11, B22. Avec M3. Voilà, si on regarde, il apparaît dans M3. Donc, on peut enlever M3. Et si on enlève M3, en plus, on a A22, A11, B22 qui s'élimine, mais pardon, j'ai souligné le mauvais. Mais du coup, on a A11, B12 qui vient en trop. Donc, avec qui on peut l'éliminer, celui-là? Avec M6. Voilà, on peut l'éliminer avec M6. Bon. On peut faire des petits jeux comme ça, on peut réfléchir. À la fin, on trouve. Je vais vous donner la réponse. Et puis, vous essaierez de faire les 4 autres. Ça fait M1 plus M4 moins... alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Bon, en fait, si on... Moins M6 plus M7, je crois que si on fait le calcul, ça donne ça.
Donc, essayez de faire le même type de raisonnement pour C1,2, C2,1 et C2,2. Voilà, il y en a pour... c'est comme un petit jeu, hein. Vous regardez où est-ce que les coefficients apparaissent. Donc C1,2, je vous rappelle, ça fait A11, B12 plus A12, B22. Lui, il fait A21, B11 plus A22, B21. Et enfin, lui, il fait A21, B12 plus A22, B22. Donc, regardez où est-ce que les trucs apparaissent, essayez de les compenser entre eux pour supprimer ce qui est en trop. Alors, est-ce qu'il y en a déjà qui ont trouvé C1,2? M3 plus M4. Ouais, ça fait M3 plus... Attendez, vous êtes sûr? Moi, j'ai M3 plus M5. Ouais, c'est M5, c'est M5. Oui, je les ai pas mis dans l'ordre. C'est pas... En tout cas, ça existe. C'est M3 plus M5, hein. Si on regarde, si on additionne celui-là avec... Attendez, on voit pas si j'écris en blanc sur blanc. Si on additionne M3 avec M5, il y a A11, B12, ça c'est bien. A1, B22, il s'élimine avec celui-là. Ensuite, on a A12, B22. Et on a... c'est tout. Tous les termes sont pris en compte. Donc ça marche. C2, est-ce que vous l'avez trouvé? M2 plus M4. Ouais, ça marche. Si on fait M2 plus M4, ça marche. Parce que M2, il y a bien A21, B11.
Il y a A22, B21 B11 qui est en trop, mais ça tombe bien, il est éliminé avec celui-là. Et dans le M4, il y a bien A22, B21. Bon, et finalement, c'est 2-2. C'est un peu plus dur là, regardez. Bon. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Je crois que c'est M6 plus M2 moins M1. Alors, vous avez dit M6 plus M2 moins M1. Alors, M6 plus M2 moins M1. On a bien 1, 2, 1, B1, B1, 2. A2, 1, B1, il vient s'éliminer. Plus M2 moins. Vous avez dit M1? M1, oui. Moi, c'est pas ce que j'ai sur ma feuille, mais après, ça marche peut-être aussi. Bon, on va essayer. Alors, ceux qu'on a, c'est M6, M2, M1. A2, 1, B1, 2. Il est là. A2, 2, B2, 2. Je me suis trompé de signe. Ouais, je pense. Hein. Bon, après, je vais vous donner la réponse parce que honnêtement, ça c'est plus un petit texto. Vous pouvez essayer de retrouver chez vous, mais à la fin, ça donne ça. Ça fait M1 moins M2 plus M3 plus M6. Bon. Voilà. Vous pouvez essayer de le retrouver chez vous. Sinon, l'algorithme, il est sur Wikipédia. Hein. Vous cherchez multiplication rapide de matrice et vous retrouvez exactement ça. Ok. Bon, ça va, c'est... Bon, là, c'était un petit exo. Il n'y a pas de questions particulières là-dessus? Retrouver les formules, c'est pas tellement l'objectif, mais au moins vous montrer comment on a fait pour les retrouver. Ça va? Attendez, je relance le sondage. Bon, ça a l'air d'aller. Il y en a 5 qui répondent pas, 4 qui répondent pas.
Bon, donc la question suivante, c'est en déduire un algorithme récursif pour faire le produit de deux matrices de taille n fois n, où n est une puissance de 2. Alors, je vous rappelle, on avait, si vous voulez, je peux vous réécrire, M1 c'est A11 plus A22. Et pendant ce temps-là, vous pouvez réfléchir à ce qu'on peut faire. B11 plus B22. M2, c'est... Voilà, réfléchissez à un algorithme qui va prendre des matrices de taille n fois n, où n c'est une puissance de 2, disons que n c'est 2 puissance k, et qui va utiliser la méthode du divisé pour régner. C'est-à-dire qu'il va couper en deux le problème, appliquer un algorithme récursif, et puis ensuite recoller les morceaux. Donc réfléchissez à ce qu'on pourrait faire. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Sans parler d'écrire l'algorithme proprement, juste, grosso modo, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre toutes les multiplications M1, M2, M3, etc. jusqu'à 7 dans des variables. Oui. Et après, on écrit à la fin chaque valeur de C1, C12, C2 en fonction de ce qu'on a trouvé Oui. avec les autres équations et on return le D'accord. résultat en forme de matrice. Alors, ça marche quand on veut multiplier des matrices de taille 2 fois 2. Donc, quand k ici vaut 1. D'accord? Donc, ça, effectivement, ça marche. Et ça permet de calculer des matrices, un produit de deux matrices de taille 2 fois 2 en faisant que 7 multiplications au lieu de 8. Parce que l'algorithme naïf, il fait 8 multiplications. Et là, on peut en faire que 7. Bon. Mais comment est-ce qu'on peut améliorer ça, enfin généraliser ça en faisant un algorithme récursif pour quand on a des matrices? Imaginons maintenant, j'ai une matrice de taille, donc après 2 fois 2, c'est 4 fois 4. Donc A11, A12, A21, A31, A41, A12, etc. jusqu'à A14, jusqu'à A44. Et pareil avec les B, B11 jusqu'à B44. Est-ce que vous avez une idée? Donc, l'objectif, c'est d'utiliser une méthode du style diviser pour régner. Réfléchissez, est-ce que vous voyez une solution?
Alors, je peux vous donner un indice si personne n'a d'idée. Pensez à des matrices par bloc. Voilà. On sépare la matrice en 4 matrices de 2. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait avec ces matrices de 2? Et ben on fait le produit comme si c'était devenu une nouvelle matrice de 2. Ouais. Et après? Et après, sur le résultat, on rapplique. Alors, donc, je vais commencer à noter. Effectivement, on peut diviser la matrice en 4 blocs. Et celle-là aussi. OK. Et donc, les gros blocs, on va pouvoir les appeler. Bon, je vais commencer à manquer de place là, sur mon tableau. Imaginons, on les appelle A1. On refait l'algorithme de multiplication rapide de matrices de 2 sur ces matrices-là. Voilà, exactement. Exactement. En fait, ce qu'on va faire, on va les diviser en blocs. Donc, ce bloc qui est là, je l'appelle A11. Ce bloc qui est là, je l'appelle A21, etc. Pareil avec B. Donc, les matrices A11, etc., ce n'est pas des nombres, c'est des matrices. Donc, c'est ce bloc, ce bloc, ce bloc, etc. Bon. Et donc, ce qu'on fait, on a la formule qui va nous dire que c'est C11, C21, C12, C22. Vous savez que quand vous multipliez des matrices par bloc, eh ben, ça vous donne le produit des matrices. Donc, la formule qui va nous donner la matrice bloc C11, ça va être la même que la formule qui nous donne le coefficient C11 dans un produit de matrice de 2. Ce que je suis en train de dire, c'est que C11, c'est égal à A11, B11 plus A12, B21. Mais où ici, les trucs qui apparaissent, ce n'est pas des nombres, c'est des matrices. Des matrices de taille 2 fois 2. C'est cette matrice multipliée avec cette matrice, plus cette matrice multipliée avec cette matrice. OK? Et donc, avec ce qu'on vient de trouver, C1, en fait, c'est égal à M1 plus M4 moins M5 plus M7, ou M1 égale A11 plus A22 fois B11 plus B22. Donc ça, c'est une matrice de taille 2 fois 2 qui est obtenue en... Bon, on prend les 4 matrices qui apparaissent à droite, là. On en additionne les deux premières et les deux autres, et on les multiplie. Ça nous donne une nouvelle matrice de taille 2 fois 2. OK? Et donc, ça nous permet de découper le problème en deux, enfin en 4 en fait. Et comme ça, on a 4 produits de matrice... on a 4 blocs de chaque côté qu'on va multiplier entre eux. Et pour faire ces multiplications qui sont là, on va réutiliser l'algorithme récursif. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair ou pas? Bon, je vais relancer le sondage, mais dites-moi si jamais ça pose souci. Ah bah, tout le monde répond oui, apparemment. Super. Ok, bah, tout le monde a répondu oui, sauf une personne qui n'a pas répondu. Bon. Donc, c'est ça le principe récursif. On va couper la matrice en blocs, en 4 blocs. On va faire comme si c'était des matrices de 2. Donc, on va faire 7 multiplications au lieu de 8, en utilisant ce qu'on a trouvé à la question 2. Et pour faire ces 7 multiplications, on va réutiliser notre algorithme récursif. D'accord? Donc maintenant, il faudrait essayer d'écrire l'algorithme de manière un peu plus précise. Fonction, multiplication de matrices de A et B. Bon, j'espère que vous avez noté M1, M2, M3, mais j'ai pas
truc super grand. Je peux essayer de le copier, je sais pas. Ah. Ah, ça marche. Voilà, donc en utilisant toutes ces formules qui sont là sur la droite, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de déduire un petit algorithme récursif. Bon, je ne sais pas si c'est hyper lisible. Donc vous prenez vos matrices A et B, elles sont de longueur n. Vous les coupez en 4 blocs, A11, A12, etc. chacune. Donc ça, bon, vous pouvez utiliser une syntaxe comme ça. C'est pas du Python. Ça ne marcherait pas en Python. Hein. Ça ferait n'importe quoi. Mais bon, là, on n'est pas en train de faire du Python. Disons, on va l'écrire comme ça. Donc ça, ce serait le premier bloc de la matrice A. Donc vous essayez d'écrire la même chose pour les 4 blocs de A, les 4 blocs de B. Vous écrivez les 7 multiplications, M1, M2, M3, M4 jusqu'à M7, en supposant que vous avez une fonction qui additionne les matrices, ça ne coûte rien. Et ensuite, vous créez la grosse matrice que vous combinez. Okay, bon, essayez d'écrire ça. Bon. S'il fallait écrire en Python, il faudrait écrire plus de trucs, mais là, on peut se contenter de faire du pseudocode. Alors, est-ce que vous y êtes ou pas encore? Ouais. Bon. Ok, on va attendre encore un petit peu alors. Voilà.
sais pas qui s'est amusé à faire une annotation, mais... Oh, allez, on va corriger. Bon. Si vous n'avez pas encore réussi à finir, essayez de le refaire chez vous. Donc, 1, 2. Vous voyez, 1, 2, c'est la deuxième moitié en ligne. Donc, c'est entre n sur 2 et n pour la ligne, mais toujours entre 1 et n sur 2 pour les colonnes. A2, 1. Voilà. Et A2, 2, c'est la fin. Bon, il faut être la même chose pour B. Je ne vais pas m'amuser à le réécrire. Bon. Ensuite, je ne vais pas tout écrire, hein, mais donc vous faites alors j'ai encore oublié le cas de base, bien sûr. Si n égale 1, vous renvoyez A fois B. Alors, si n égale 1, si n égale... oui, si n égale 1, ça veut dire que c'est juste des nombres. Bah là, vous les multipliez entre eux sans vous poser de questions. Maintenant, à partir de 2, bah, vous dites que M1, c'est la multiplication des matrices, donc A11 plus A22 avec B11 plus B22, etc. jusqu'à M7 égale blablabla. Et à la fin, vous voyez la matrice par bloc. M1 plus M4 moins M5 plus M7. Comme ça. Et pareil pour les 4 autres. D'accord? Bon. Essayez de rédiger un peu proprement chez vous. Bon. Ce qui est important, c'est d'avoir compris l'algorithme. Après, l'implémentation pratique, ça va vraiment dépendre de quel langage on fait. Si c'était en Python, rien qu'écrire tout ça, ce serait compliqué. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la théorie. Est-ce que le principe de l'algorithme, c'est OK pour tout le monde? Ah, alors il y a quelqu'un qui a répondu non, alors dites-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors la question qu'on me pose, c'est comment on fait pour exprimer A11? Bah, A11, ça veut dire on coupe la matrice en 4, c'est le quart en haut à gauche. Alors là, j'ai utilisé une syntaxe qui n'existerait pas en Python. Si vous voulez, on pourrait faire une fonction qui marcherait comme ça. Donc A11, au début, c'est la liste vide. Ou, ouais, disons c'est la liste vide. Si on voulait le faire en Python. Et ensuite, pour I, allant de 1 à n sur 2, on rajoute... Bon, allez, on va faire une liste de taille n sur 2. Donc A1 de I, on va mettre dedans une liste de taille n sur 2. Et pour J, allant de 1 n sur 2, non, A1 de I de J, vous mettez A de I de J. Okay, donc vous copiez juste les n sur 2 premiers éléments, enfin,
les n sur 2 au carré, premiers éléments de la liste. Si c'était A1, 2, ce qu'il faudrait faire, c'est le J il va de n sur 2 à n. Et là, on met J moins n sur 2 pour ne pas dépasser la fin de la liste, etc. Vous faites pareil pour les 3 autres. Ok, ça va ou pas? Ok, bon. Alors, le principe, c'est vraiment de couper la liste en 4. Hein. Ok, bon, alors, la dernière question, c'est déterminer la complexité de l'algorithme. Bon, alors on va reprendre l'algorithme. On va faire comme pour le trifusion, enfin, tous les trucs de division par régnier. On va noter, notons, bon, je vais le faire sur la page suivante, allez. Donc, notons T de n égale le nombre de multiplications nécessaires pour calculer l'algorithme sur des matrices. Bon, on ne va même pas noter T de n, on va noter, bon, si on va noter T de n de taille n, qui est 2 puissance k. D'accord? Et on va compter que les multiplications, parce que les additions par rapport aux multiplications, ça ne coûte rien. Hein, quand on a des très gros nombres, ce qui va vraiment coûter cher à l'ordinateur, c'est faire les multiplications, ce n'est pas les additions. Alors, donc cette fonction T de n, donc ça va être ça la complexité, c'est le nombre de multiplications par rapport à la taille de la matrice. On va la calculer par récurrence. Donc T de 1, ça vaut combien? Il faut combien de multiplications? Ouais, ça fait tout simplement 1. Et après, combien il faut de multiplications si on a un n qui est plus grand que 1? Combien on fait de multiplications pour calculer notre algorithme? En fonction du nombre de multiplications qu'il faut faire pour calculer des multiplications de matrices de taille plus petite. Alors, c'est 7. On fait 7 multiplications de matrices de taille plus petite. On doit calculer ici M1, M2, jusqu'à M7. Donc, la relation qu'on a, c'est que T de n, c'est 7 fois T de n sur 2, parce que les matrices qu'on multiplie, qui sont de taille plus petite, elles sont de taille n sur 2. Donc ça, c'est si n égale 2k est strictement supérieur à 1. D'accord? Ça, est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce que c'est pas clair? Si on regarde l'algorithme, il y a le cas de base où il n'y a que des matrices, où c'est d'une matrice de taille 1, on doit juste multiplier deux nombres. Donc ça coûte une multiplication. Ensuite, on regarde combien on doit faire de multiplications. Bah, pour faire l'algorithme, les multiplications, il y en a à chaque fois qu'on a la fonction multmat qui apparaît. Elle apparaît 7 fois, et on l'appelle sur des matrices de taille n sur 2. Donc la relation qu'on trouve, c'est bien que T de n, c'est 7 fois T de n sur 2. C'est OK, Monsieur, ça? j'ai une question. Ouais, allez-y. Il ne faut pas rajouter aussi les multiplications à l'intérieur qu'on fait à chaque A11, par exemple? Bah, on ne fait pas de multiplication pour calculer A1. A1, c'est juste, on copie des valeurs. Mais normalement, on fait des multiplications à l'intérieur pour chaque matrice qu'on sépare. Non, non, c'est les multiplications quand on appelle la fonction multmat. Pour calculer A1, c'est juste, on copie des nombres dans une nouvelle matrice de taille plus petite. Donc ça ne coûte rien. D'accord. Voilà. C'est pour calculer, par exemple, C11 qu'on va multiplier des trucs. Donc c'est pour calculer ça.
ce truc-là que ça nous coûte des multiplications. Donc, pour calculer ça, il faut qu'on calcule M1 jusqu'à M7. Et c'est là qu'on fait les multiplications. Ok, OK? Ça va ou c'est pas clair? c'est bon. C'est bon? Les autres, est-ce que c'est OK? Bon. Donc, la relation qu'on trouve, c'est T de 1 égale 1, T de n égale 7 fois T de n sur 2. Donc, du coup, est-ce que vous savez exprimer T de n? Comment est-ce qu'on fait? 7 puissance log base 2 de n. Alors, vous dites 7 puissance log en base 2 de n. Ouais, ça doit être... Oui, c'est ça. Alors, bon, il y a une manière plus sympa de l'exprimer, c'est que c'est n de log en base 2 de 7. Bon, ça revient au même, mais je crois que c'est plus simple à comprendre comme ça, parce qu'on peut le comparer plus facilement au n au cube de l'algorithme classique. Hein, ces deux trucs-là, ils sont tous les deux égaux à, à exponentielle de log en base 2 de 7. Enfin, pardon, pas exponentielle. 2 puissance log en base 2 de 7 fois log en base 2 de n. Bon, comment on fait pour trouver cette relation? Hein, bah, on la montre par récurrence. Donc, montrons par récurrence que t de n égale n puissance log en base 2 de 7. Bon, bah, c'est vrai pour n égale 1. Si c'est vrai pour n, bon, en fait, la récurrence, il faut faire un peu gaffe. Hein. On fait que pour les récurrences, en fait, elle est sur k. Donc, ensuite, on doit faire t de 2n. Bah, c'est 7 fois t de n. Donc, c'est 7 fois... Enfin, c'est 7 fois t de 2n sur 2. Donc, c'est 7 fois t de n. Donc, c'est 7 fois n puissance log en base 2 de 7. Et ça fait bien n plus 1 puissance log en base 2 de 7. Donc, la complexité, finalement, c'est un grand taux de n puissance log en base 2 de 7. Okay, là, c'est un petit calcul. Hein. C'est toujours le même calcul que vous avez fait dans le cours pour le trifusion et tous les autres algorithmes précursifs. Quand vous coupez le problème en deux et vous multipliez par 7 le nombre de multiplications, bah, ça vous donne un truc comme ça. Et ça, c'est plus petit que le grand taux de n cube qu'on avait trouvé pour la multiplication classique de matrice, parce que 3, c'est le log en base 2 de 8. Donc, on a gagné un petit peu. Et ça peut paraître pas grand-chose. Hein. Log en base 2 de 7, je ne sais plus combien ça fait genre 2,7 et des poussières. Quand on compare ça avec 2,807 à peu près. 2,807 et des poussières, on a l'impression que par rapport à n puissance 3, c'est pas beaucoup mieux, mais en fait, si. Hein, quand on va avoir des matrices énormes, n puissance 2,807, c'est beaucoup mieux que n puissance 3. Vous imaginez, n, c'est 1 milliard. Vous gagnez, et puis en fait, n, ce ne sera pas 1 milliard, hein, ce sera 1 milliard de milliards. Bon, et là, on va commencer vraiment à gagner beaucoup. OK? Alors, est-ce que cet exo, c'est bon pour tout le monde ou est-ce qu'il y a encore des questions sur tout ça? Bon, il y en a
a 4 qui n'ont pas répondu. Est-ce que c'est parce que ça va pas ou est-ce que c'est parce que vous êtes parti? Bon, on va dire qu'ils sont partis. La page se ferme seule pour le sondage. Ah. Bon, en tout cas, si jamais, ok, bon. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Mais en attendant, s'il n'y a pas... Ah, attends, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on sait que c'est un log de 7? C'est parce qu'on a trouvé le 7. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans le chat en privé, comment est-ce qu'on sait que c'est le log de 7? C'est parce que le 7 qui est là, c'est le 7 qui est là. Et le 2 qui est là, c'est le 2 qui est là. Ah, ça, c'est une formule générale qui marche à tous les coups. Si ça avait été 18 fois t de n sur 3, ça aurait été n puissance le log en base 3 de 18. OK? Bon. Alors, sur le temps qui reste, on va commencer l'exo 3. Je ne crois pas qu'on aura le temps de le finir, mais vous pourrez regarder chez vous. Bon, malheureusement, vu le contexte, on va moins vite qu'en temps normal, mais c'est comme ça. Donc, l'exercice 3, le principe, c'est le suivant. On se donne un tableau qui n'est pas forcément trié et on le trie et on regarde le ième élément dans le tableau. Donc, si par exemple le tableau c'est 2, 1, 5, 3, 3, 1, 8, 7, 2, 1, quel est le quatrième plus petit élément du tableau? Eh ben, on regarde, on le trie. Donc, il y a 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 7 et 8. Et donc, le quatrième plus petit élément du tableau, c'est 2. Donc, c'est l'élément de rang 4, c'est 2. D'accord? C'est ça l'algorithme de sélection. Et donc, est-ce que là, vous voyez comment j'ai fait? J'ai trié le tableau. Est-ce que vous avez une idée d'algorithme qui serait simple et qui vous retournerait l'élément de rang i dans T? Est-ce que vous avez une idée? Juste comme ça, rapidement, à l'oral. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas une question piège, hein, c'est vraiment, j'attends une réponse simple. Comment j'ai fait pour trouver l'élément de rang 4 dans le tableau T? On trie le tableau et on compte. Voilà, c'est tout simplement étape 1, on trie, T, étape 2, on regarde l'élément de rang 4, de rang I, dans le tableau trié. Alors, attendez. Voilà, on trie le tableau et puis on regarde l'élément de rang I. Alors, attention, là, dans le chat, il y a quelqu'un qui a écrit « on trie le tableau jusqu'en rang I ». Il faut faire attention parce que là, on ne peut pas juste trier les 4 premiers éléments et regarder qui est le quatrième. Il faut vraiment trier tout le monde et puis, sauf si je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit, mais il faut vraiment trier tout le tableau et regarder l'élément de rang I. Bon, le problème, c'est que ça, ce n'est pas un algorithme très efficace parce que trier le tableau
en gros, si on fait un tri par comparaison, ça va nous coûter du O de n log n, si on fera un algorithme efficace. Bon, ça c'est gratuit, ok, mais au total, ça fait un grand O de n log n. Au mieux. Bon. Ça ne nous plaît pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un algorithme qui va être linéaire. Donc un algorithme qui ne va pas trier le tableau. Parce que, vous voyez, c'est un peu inutile ce qu'on fait. On trie tout le tableau, et puis on regarde l'élément de rang i dans le tableau trié, mais on a fait des efforts pour rien, dans un sens. Donc là, on va réfléchir un peu à un algorithme un peu plus efficace. Donc, je vous laisse un peu lire. Bon, ça y est, vous avez tous lu. Alors, je vais expliquer un peu ce qui est écrit, faire un exemple. Donc, l'idée, c'est qu'on a notre tableau. Alors, je ne sais pas, 2, 1, 4, 3, 8, 7, 1, 2, 5. Allez, 3, 1, 2. Voilà. On va choisir un élément V du tableau. Imaginons, je vais choisir le 3. Pourquoi pas. Et on va couper le tableau T en 3 parties. Dans A, on va mettre les éléments qui sont plus petits. Dans X, les éléments qui sont égaux à 3. Et dans B, les éléments qui sont plus grands. Donc les éléments qui sont plus petits, il y a 2, 1, 1, 2, 1, 2. Donc ça fait 2, 1, 1, 2, 1, 2. Dans X, il y a les éléments qui sont égaux à 3. Donc il n'y a que des 3 dans grand X. Et il y en a 2. Et enfin, dans B, il y a les éléments qui sont plus gros. Bon, bah, c'est ceux qui restent. Il y a 4, 8, 7, 5. 4, 8, 7 et 5. OK? Donc on coupe le tableau en 3. On choisit un élément. On remet dans un paquet les éléments plus petits, dans un paquet les éléments plus grands. Dans le dernier paquet, ceux qui sont exactement égaux. Et maintenant, ce qui est écrit là, c'est que si on veut regarder l'élément de rang i, bah, il y a 3 cas possibles. Soit on veut regarder un élément de rang qui est... alors, regardons le deuxième cas, c'est le plus simple. Si on veut regarder un élément de rang i qui est inférieur ou égal à la taille de A. Par exemple, je trouvais l'élément de rang 3 dans T. Et bien, l'élément de rang 3, il est forcément dans A, parce que quand on va trier le tableau, les éléments de A, ils seront tous en premier. Ils seront tous avant les éléments de X, et qui seront eux-mêmes avant les éléments de B. Donc, si I est inférieur ou égal à la longueur de A, l'élément de rang I est dans A. Ensuite, si I il est strictement compris entre la longueur de A et la longueur de A plus la longueur de X, l'élément de rang I est dans X. Et enfin, si I est strictement plus grand que la longueur de A plus la longueur de X, l'élément de rang I est dans B. Hein, parce que par exemple, imaginons, on veut l'élément de rang 4 ici. Bah, l'élément de rang 4, il va forcément être dans A, parce qu'on ne sera pas allé au bout de la liste quand on va trier. Si on veut chercher l'élément de rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, il va forcément être dans X,
parce que les 6 premiers éléments sont dans A, les 7e et le 8e, c'est les éléments de X, et les éléments suivants, ils sont dans B. Et enfin, si on veut un élément de rang 9, 10, 11 ou 13, 11, 12 ou 13, ils vont forcément être dans B, parce qu'ils seront à la fin. D'accord? Ça va le principe de ce truc-là? Ok, super. Bon, il y a une petite question. Alors, dans le premier cas, on est forcément au rang I. Hein, par exemple, si je veux le 3e élément du tableau trié, bah, ça va être le 3e élément du tableau A trié. Si on est dans le deuxième cas, bah, l'élément c'est forcément V, donc on n'a rien à réfléchir. Et enfin, si l'élément, le rang qu'on veut, il est dans B, ça va être son rang dans B, ça va être quoi? Par rapport à I, la longueur de A, la longueur de X et la longueur de B. Hein, par exemple, je vous demande l'élément de rang 10. Bah, son rang dans B, c'est combien? Est-ce que vous avez compris la question ou pas? Non, c'est pas 5, attention. Imaginons, donc quand on va trier le tableau T, on va avoir d'abord le tableau A trié, 1, 1, 1, 2, 2. Ensuite, on va avoir les éléments de X. Ah, c'est peut-être... Bah non, ça peut pas être 5. Et ensuite, on va avoir 4, 5, 7, 8. Donc si par exemple, je l'élément de rang 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? C'est le 7. Son rang dans B, c'est quoi? C'est 3. C'est le 3e élément de B. 1, 2, 3. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver ce 3 par rapport au 10 et aux longueurs des trucs? Ah, j'ai oublié un truc. Ah oui, pardon, il y avait un 3e 2. L'élément de rang 10, c'est le 5 en fait. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver le rang dans B d'un élément de rang I dans le tableau T? On peut diviser B en 3 comme on vient de faire avec T. Non, non, attention, c'est pas ça la question. Oh, ok. Non, la question, c'est juste l'élément qui est de rang I dans le tableau T, il est de rang combien? Voilà, quelqu'un qui répond dans le chat. La question, c'est, vous avez un élément de rang I dans le tableau T, quel est son rang dans B? Bah, effectivement, il y a quelqu'un qui a répondu, c'est I moins la longueur de A, moins la longueur de X. Enfin, c'est tout. Voilà, donc c'était ça que je voulais savoir. Donc ici, la réponse, c'est que R égale I moins la longueur de A moins la longueur de X. OK? Hein, donc ici, par exemple, l'élément de rang 10, dans le tableau T, il est de rang 2 dans B. Bah, 2, c'est bien 10 moins 2 moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. La longueur de A plus la longueur de X. OK? C'est OK pour tout le monde, ça?
Donc, si on voulait écrire l'algorithme de manière un peu haut niveau, donc si on trouvait, je sais pas, donc vous avez un tableau T et vous voulez chercher l'élément de rang I. Bon. On choisit V, ok. A, c'est les éléments de T inférieurs ou égaux à V. X, c'est les éléments de T égaux à V. Et B, c'est les éléments de T supérieurs ou égaux à V. D'accord? Et ensuite, on a plusieurs cas. Si I est strictement inférieur ou inférieur ou égal à la longueur de A, on fait trouver à I. Si I est compris strictement entre la longueur de A et la longueur de A plus X au sens large, on renvoie V. Et enfin, sinon, on va trouver dans B l'élément de rang I moins longueur de A moins longueur de X. Alors là, je suis juste en train d'écrire sous forme de pseudocode l'algorithme qui est expliqué dans le TD, qui est là. Oui. Est-ce qu'on peut mettre V dans les variables? Alors justement, c'est ça le problème. C'est ce qui est expliqué dans la suite du TD, c'est que comment on choisit V? Là, j'ai dit on choisit V, bah, c'est tout le problème. C'est comment est-ce qu'on fait pour choisir le V? Bon. Et puis, bon, il faudrait mettre un cas de base. Par exemple, si la longueur de T égale 1. Bon. Donc, si la longueur de T, c'est 1, bah, c'est tout. L'élément de rang 1, c'est le seul élément du tableau. Et sinon, on va commencer à couper le tableau en plusieurs morceaux. Bon. Et le problème, bon, est-ce que c'est OK, là, cet algorithme donc, vous avez votre tableau T. Il faudrait créer 3 tableaux AXB. Donc, vous parcourez T. S'il y a un élément qui est plus petit que V, vous le mettez... pardon, j'ai mis des inférieurs ou égaux. C'est des inférieurs stricts à chaque fois et des supérieurs stricts. Donc, si vous avez un élément qui est strictement inférieur à V, vous le mettez dans A. S'il est égal à V, vous le mettez dans X. S'il est strictement supérieur à V, vous le mettez dans B. Alors, attendez. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je finis juste d'expliquer ce que je dis. Donc, l'algorithme, c'est ça. Ensuite, vous regardez, est-ce qu'il faut le chercher dans A, dans X ou dans B? OK, donc vous avez 3 cas. Et vous cherchez de manière récursive. Alors, l'avantage il y a quelqu'un qui m'a demandé en privé, c'est quoi l'avantage de cet algo par rapport au premier? C'est qu'à la fin, la complexité sera linéaire. Ce sera grand O de n, ce qui est beaucoup mieux que grand O de n log n. Ce sera ça l'avantage. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore fini de faire l'algo. Parce que comme demandait quelqu'un d'autre dans le chat, comment est-ce qu'on choisit V? Je ne l'ai pas mis là dans les paramètres. On ne va pas le mettre dans les paramètres. On va devoir le trouver. Et pour le trouver, on va utiliser la méthode qui est expliquée ici. Il faut trouver un élément V qui va partitionner le tableau en 2 parties à peu près égales. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que A et B soient à peu près de la moitié de la longueur de la liste. Parce que si on choisit mal V, vous voyez, si ici on choisit mal le V, peut-être que A va être très courte et B très grande. Et on va devoir rechercher dans B et ça va nous faire perdre du temps. On ne va rien gagner. Donc il faut trouver une manière de partitionner le tableau T en 2 morceaux à peu près égaux. Bon, on n'aura pas le temps de le faire, mais il faudrait que vous le lisiez. Et en fait, la méthode, c'est la suivante. Vous prenez votre tableau T, qui est très grand, vous le coupez en paquets de 5,
Voilà. Potentiellement, le dernier, il va avoir moins de 5 éléments, c'est pas grave. OK. Donc, vous coupez en paquets de 5. Vous regardez la médiane de chaque paquet. Hein, la médiane, c'est l'élément qui est au milieu. Si par exemple, c'est 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 4, la médiane, c'est 3. Et vous regardez la médiane pour chacun des paquets de 5. D'accord? Ça, c'est la première chose. Vous regardez la médiane et vous la trouvez de manière naïve. Vous avez 5 éléments, vous regardez lequel est au milieu. D'accord? Donc là, vous avez plein de médianes. Vous avez M1, M2, M3, M4, et potentiellement, vous en avez plein des médianes. Bon. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est calculer la médiane de toutes les médianes. Donc, l'élément qui, parmi toutes les médianes, est au milieu. Et ça, le problème, c'est que des médianes, on en a plein. Donc, il faut calculer la médiane des médianes de manière récursive en utilisant la fonction trouver. Parce que quand vous allez prendre le tableau qui contient les médianes et que vous regardez l'élément qui est au milieu, bah, c'est l'élément qui est au rang médiane sur 2. Ça, c'est la médiane des médianes. Et ça va être un élément qui va couper à peu près le tableau en deux. Alors, vous regardez, ça ne va pas être la médiane du tableau, pas forcément, parce que trouver la médiane du tableau, c'est aussi difficile que de trouver un élément de rang quelconque. Donc ça, on ne sait pas le faire. Par contre, là, cet algorithme qui est là, vous coupez le tableau en paquets de 5. Chaque paquet de 5, vous cherchez sa médiane, ça prend un temps constant. Bon, mais sauf qu'il y en a n sur 5 des paquets. Et ensuite, vous trouvez la médiane des médianes. Et ça, vous utilisez encore l'algorithme trouver. Donc l'algorithme qu'on est en train d'écrire. Mais ça va marcher parce que les médianes, eh ben, il y en a 5 fois moins que d'éléments du tableau. Donc à chaque fois, la taille du tableau qu'on va regarder va être divisée par 5. D'accord? Donc là, je pense que vous sentez peut-être venir le truc un peu logarithmique. Donc, je ne sais pas trop si on va avoir le temps beaucoup la semaine prochaine, parce que là, on commence à déborder l'horaire. Ce qui serait bien, ce serait que vous regardiez un petit peu, que vous réfléchissiez à comment on peut écrire l'algo. Donc l'algo, il y a plusieurs parties. Il y a la partie qu'on vient d'écrire, et ce qui manque, c'est le choix de V. Et pour choisir V, on va aussi utiliser l'algorithme trouver qu'on est en train d'écrire. Et pour utiliser l'algorithme trouver, on va faire ce truc avec les médianes. Donc vous coupez le tableau en paquets de 5. Chaque paquet de 5, vous recherchez sa médiane. Vous les mettez toutes les médianes dans un tableau, que ici j'ai appelé médiane, d'accord, au pluriel. Et ces médianes, vous trouvez sa médiane avec l'algorithme trouver. OK? Et si vous regardez la suite du TD, en fait, il y a des questions supplémentaires qui vous disent que dans ce cas-là, quand on prend la médiane des médianes, le tableau est divisé en 2 morceaux qui vont être de longueur à peu près égale. Bon, potentiellement, il va y avoir, vous voyez, 70% des éléments qui vont être dans A et 30% dans B, au pire. Mais c'est suffisant pour ce qu'on veut. Et à la fin, on trouve une complexité grand O de n. Voilà, donc essayez de réfléchir un petit peu à ça chez vous. Je ne sais pas si on va trop le corriger, mais c'est plus pour vous, pour le voir chez vous. Voilà. Alors, est-ce qu'avant qu'on coupe la séance, il y a des questions avant qu'on parte? C'est le moment. Non, ça va pour tout le monde? Ah, attendez. Tout est clair? Bon, bah, si tout est clair, c'est super. Dans ce cas-là, si tout est clair, je vais couper l'enregistrement.